Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis Alexis Dieu et comme chaque semaine, je suis avec Taha Mansour. Hello Comment ça Alexis, va, comment ça Taha? va? Bah, ça Ouais, va ça va très bien et toi? super. Parle en même Heu, temps, c'est pas possible. Taha, rôle, tu es un mentaliste, très doué en mentalisme avec de grosses connaissances en psychologie. Mmh. Structure de réponse, tu vas répondre en moins de 45 minutes et nous donner des connaissances. Il y a quoi d'autre? Il y a, contrainte, tu dois t'appuyer sur des recherches scientifiques, Mmh mh. et instruction. De quoi on parle aujourd'hui? Et bah, c'est parfait. Aujourd'hui, nous allons parler de la capacité de s'auto-prompter, exactement comme tu viens de le S'auto-prompter. faire. OK. D'ailleurs, petite parenthèse, moi j'ai tendance à bosser beaucoup comme ça, en me mettant une espèce de charte, et une liste de choses, sur lesquelles je dois auxquelles je dois cocher. Mais revenons un peu d'une manière générale. Aujourd'hui, je remarque que, beaucoup de personnes et peut-être que certains d'entre vous, et certaines qui nous écoutent, se reconnaîtront là-dedans. On a tendance à poser énormément de questions à ChatGPT. Mais à tel point que, la dernière fois, j'étais en train d'échanger avec un ami à moi et pour un problème de créativité. Je me rappelle plus si c'était comment formuler le titre d'un truc qu'il écrivait ou résoudre un problème un peu de créativité. Donc il y avait pas de recherche nécessaire, il y avait pas de documentation, ou quoi que ce soit et il me dit: «Waouh, c'est vraiment dingue quand même, hein, moi ChatGPT, j'utilise régulièrement et tout et là, c'est assez fou parce que juste en jouant, en bidouillant un peu avec, et en modifiant les prompts que je lui donnais, en seulement 15 minutes, il m'a Mmh. résolu mon problème». De créativité donc. De créativité et dans ma tête, j'ai vu le problème et je me suis dit: «Probablement, si la personne avait juste trouvé le bon moyen de visualiser ce problème-là, je pense qu'elle aurait pu le résoudre en 5». Mmh. Et c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, qui utilisent ChatGPT, mais pour des choses qui sont censées être des capacités humaines naturelles. Du genre, répondre à quelqu'un, donner des conseils, exprimer ses émotions, qui sont des choses où normalement, on devrait arriver à le faire. Ça s'entraîne, donc c'est une capacité qui se développe, mais où on a plutôt une bonne intuition là-dessus. Et bien, de plus en plus de gens délèguent ça aujourd'hui à ChatGPT. Et on est hyper épaté du résultat parce que ChatGPT nous donne un résultat. Et si, et c'est un peu l'idée, qu'on va développer dans cet épisode-là, et si en réalité, ce n'était qu'une illusion? Pas pour tout, encore une fois, parce que l'IA a énormément d'avantages. Mais et si, pour les capacités de créativité, les capacités humaines, par exemple, je connais des personnes qui maintenant ne peuvent plus répondre à un mail ou envoyer un SMS difficile sans le faire vérifier par ChatGPT. Et si en réalité Et le encore, souci n'est là, tu vois, là, l'exemple que tu donnes, c'est le faire vérifier. Mais il y a oui. des personnes qui le font écrire, qui le font Ah rédiger mais complètement. entièrement et Il qui dit voient juste: copier-coller. «Réponds à tel mail, écris, moi un truc qui» c'est vrai et du coup, et ben, ils sortent une réponse et du coup, ils la balancent. Mais en réalité, probablement, le souci n'est pas qu'on n'avait pas accès à ces réponses-là et que ChatGPT arrive à répondre à des questions que nous, on n'y arrive pas, mais qu'en fait, on n'était pas prompté correctement. Aujourd'hui, il y a énormément d'ingénieurs qui passent leur temps à essayer d'analyser et d'optimiser, le type de prompt, le type de message et comment on va, Mmh. stimuler, on va dire, ChatGPT et Oui. ben, en Oui. fait Justement, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, comment ça, se prompter? et ben, justement, l'art du promptage, c'est comment est-ce que je vais poser des questions avec des caractéristiques et des contraintes données pour obtenir la meilleure réponse adaptée à un contexte donné. C'est ça l'art du promptage, en gros, ce qu'on appelle le prompt. Donc c'est-à-dire que face à une IA en données, c'est comment je vais formuler le truc pour, obtenir ça. Il y a des ingénieurs dont leur job, c'est de développer des prompts préécrits, en gros, qui vont optimiser le travail de recherche sur telle ou telle chose, parce qu'ils vont s'appuyer sur, on va dire, certaines fonctionnalités, de l'encodage de l'IA. Mais en fait, on peut faire exactement la même chose sur l'humain et c'est quelque chose qu'on fait très peu. Or, en réalité, on réalise que on peut optimiser nos capacités juste en changeant les prompts qu'on se donne sur les problèmes qu'on veut résoudre ou sur le monde autour de nous. Un peu comme ce que tu viens de me faire là. Et pour parler de ça et aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire: «Comment est-ce qu'on va faire ça?» et vous allez voir comment est-ce que vous pouvez vous-même vous prompter pour non seulement devenir plus efficace, mais en plus de ça, développer votre propre indépendance aussi, Mmh. vis-à-vis de Mmh. ces éléments-là et développer vos propres compétences.
Et pour l'illustrer, pour que ce soit vraiment, très clair pour les personnes qui nous écoutent, tu répondrais sans doute pas de la même façon aux questions, je te pose ou, aux questions que tu abordes dans cet épisode, si plutôt que de te dire, «Tu es, un mentaliste, avec, des grosses connaissances en psychologie», si je t'avais dit, «Tu es, ton toi qui fait du théâtre et du chant», et ben, sans doute Absolument. que tu réponds pas du tout de la même façon, à ces propositions-là. Exactement et ça, c'est une manière déjà de travailler le prompt. Et en fait, c'est quelque chose que vous faites un peu indirectement. On sait souvent que, vous voyez, la réponse, se situe ailleurs ou alors on va aller chercher, par exemple, une de l'inspiration, ou on va changer de contexte, ou on va en parler avec un ami. En fait, fondamentalement, tout ce que ça fait, c'est que ça nous change les prompts, donc les données qu'on reçoit en entrée, ce qui est ça, hein, un prompt, par rapport au problème en question. Et je vais parler notamment d'un truc qui était assez intéressant, d'une étude qui était, racontée, dans Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, OK. où, il parlait de l'efficacité des RH à traiter les profils de personnalité. Et il a fait une expérience où, il demandait à certains, RH de, faire passer le test et puis ils ont codé des IA pour faire passer le test. Et à l'IA, on leur a donné une espèce de grille, de notation, sur, vérifier telle et telle compétence de l'étudiant. Le résultat qui est partagé par Kahneman, c'est que l'IA faisait dans la quasi-totalité des cas une meilleure analyse, donc non biaisée, des personnalités des personnes qu'elle étudiait. Donc au premier avis, on pourrait se dire: «Ouais, c'est vrai qu'elle est plus efficace». Mais là où, lui, il avait raconté un peu comme une anecdote à côté, moi je vais attirer le centre de l'attention de cet épisode là-dessus. OK. Le résultat changeait quand on donnait la même grille d'évaluation aux RH. C'est-à-dire que quand on disait non pas aux RH: «Faites votre truc et voyez, comme vous voulez», mais qu'on leur disait: «Vous allez faire passer des candidats selon cette grille de notation», leurs résultats aux RH devenaient aussi bons que ceux de l'IA, voire légèrement meilleurs. Mmh. Ah oui, forcément, si on avantage, l'IA avec un bon prompt qu'on n'a pas donné au RH. Exactement et c'est là la clé du truc, c'est que très souvent dans la vie, on ne sait pas se prompter. On aborde les problématiques, d'une manière un peu, sensationnelle. «Ah, je me sens mal, j'aime pas ce truc-là, j'ai envie de le résoudre». Ou alors on se donne des objectifs très larges et on a parlé beaucoup de comment, dans tous les épisodes précédents, sur la motivation, sur Mmh. l'art de donner des objectifs ou, de gérer la manipulation, la technique des casquettes, par exemple. C'est littéralement un changement de prompt. Mais on a tendance à se dire: «Ah, j'aimerais, être plus fort, j'aimerais développer telle capacité, j'aimerais, apprendre une nouvelle langue». Mais on n'apprend pas comment. On ne se dit pas: «Quel est le prompt? Comment je vais le faire? Quels sont les ingrédients que je me donne? Quelles caractéristiques je vais mettre en place?» Mmh mh. Et du coup, on a petit à petit tendance à se dédouaner de ça et à, renvoyer tout à ChatGPT parce qu'il est là et parce qu'il est présent. Et ce que je veux dire, c'est le parallèle pour moi, donner ces éléments-là sans passer par de l'auto-promptage, c'est l'équivalent d'aller manger du fast-food parce qu'on a toujours la croyance que ça sera plus rapide et moins cher. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde ça, c'est plus du tout le cas. Bien sûr, bah, oui. Mmh. Quand on compare, par exemple, un McDo moyen, en tout cas en France, à, ce qu'on pourrait avoir en brasserie ou une autre chaîne équivalente, ben, on réalise que les temps sont pas aussi rapides que quand ça avait commencé. Pourtant, on a quand même cet, inconscient collectif de le fast-food, c'est rapide et d'un autre côté, le prix va pas être aussi peu cher, en tout cas dans Ah oui, bien sûr. l'économie actuelle, que Ah. ce qu'on aurait pu avoir il y a longtemps. Mmh. Donc en fait mais pourtant on le consomme comme ça et pour moi ChatGPT, c'est la même chose sur les caractéristiques humaines en tout cas. On a l'impression d'avoir des réponses plus rapidement et plus efficaces. Or en réalité, potentiellement, on est juste en train d'obtenir des choses plus longues, moins efficaces que si on avait juste appris à nous-mêmes se prompter. Mais Surtout du qu'en coup, on peut se plus, une poser la fois question. qu'on a appris, à se prompter, et qu'on a appris à répondre à la question, qu'on se posait et qu'on voulait donc, poser à ChatGPT, bah, c'est une compétence qu'on a ensuite pour les autres fois où on se posera la question. Donc c'est aussi du temps Exactement. qui est, investi et qui est gagné pour les fois suivantes, en fait. Complètement et c'est là où on permettra mieux de savoir comment utiliser cet outil-là. Mais on va pas trop parler IA dans cet épisode. On va vraiment parler de l'art de s'auto-prompter. Mmh mh mh. Vous avez vu, dans l'épisode précédent, on a parlé et si vous l'avez pas écouté, écoutez-le, on a parlé de cognition incarnée. Comment est-ce qu'en changeant le corps et la manière dont le corps agit, ça change la cognition?
Déjà ça, c'est une forme de promptage. Se mettre dans un contexte où on a le droit de bouger, d'agir et cetera, ça modifie notre capacité de le résoudre. Mais du coup, première question qu'on peut se poser, c'est: pourquoi est-ce qu'on a tendance à, donner ça à ChatGPT? Si réellement on avait la capacité de faire meilleur, est-ce que, en fait, on le ferait pas naturellement? Pour moi, il y a 2 raisons. La première, la raison pour laquelle on bloque sur des problèmes, la raison pour laquelle principale pour laquelle on a du mal à résoudre les problématiques pour lesquelles on fait face, c'est ce qu'on appelle la fixité fonctionnelle. C'est le principe de se dire que, face à un mot ou à un objet, automatiquement, on va associer une utilisation principale. Du genre, si je vous donne un verre, la première utilisation, c'est le remplir. Voilà. Mais pour résoudre des problèmes, un problème souvent, c'est plusieurs contraintes auxquelles on a déjà l'habitude, hein. On a rarement des problèmes qui contiennent des ingrédients auxquels on n'a jamais fait face. Mais ça va souvent être des problèmes où il y a des caractéristiques ou des données auxquelles on a fait face, mais ensemble, on les a jamais vues. Mmh. Ou dans ce contexte-là, on les a jamais vus. Et comme notre cerveau a une association, heu, initiale de fixité par rapport à un mot, un concept, une donnée, on a du mal à sortir on utilise parfois les images du tunnel, de d'avoir, les yeux, d'être bloqué sur le volant et cetera et cetera. Ce truc-là de: «Moi, je suis bloqué dans mon problème parce qu'en fait, tous les mots que j'utilise autour de ce problème-là m'évoquent toujours les mêmes choses parce qu'elles sont connectées au même réseau de neurones, parce qu'elles sont connectées au même problème, donc on tourne en boucle, on tourne en Mmh. boucle. D'où le fameux test du trombone, test d'intelligence où on nous demande, de, en un temps, défini, définir le plus de choses possibles qu'on peut faire avec un trombone et donc plus on en trouve, plus, selon ce test, on serait, intelligent. En tout cas, on aurait une forme d'intelligence. Une forme de d'intelligence créative, ouais, absolument. Et d'ailleurs, dans ce test-là, on va non pas juste tester le nombre d'utilisations, mais le nombre d'utilisations, non intuitives Mmh. ou non utilisationnelles, non primaires. C'est-à-dire que, c'est comment Oui, j'utilise le trombone, mais pas pour clipser des choses ensemble. voilà. Alors là où Oui, il y parce a que ça certaines ça personnes qui ça vont le rapporte faire, peu de points du coup. c'est ça. Donc ça, c'est une capacité qui se travaille. Mais effectivement, quand on est face à un problème, eh ben, nous, on le voit d'une certaine manière et donc on a l'impression que ce problème-là n'a pas de solution. Le fait déjà, de le verbaliser, ça aide. Donc le fait même, ne serait-ce que de taper avec des mots sur ChatGPT, c'est déjà une étape de résolution parce que ça nous pousse à le voir d'une manière différente. Mmh, mmh. Mais ça revient à la même que si on échangeait avec un ami, ou si on l'écrivait sur un papier, ou si on le verbalisait à voix haute. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, qui, je pense, fait qu'on va automatiquement passer par ça, c'est une capacité de déresponsabilisation. Une étude des années 80, de Macwallach et al., le lien est dans la description, a montré que des personnes qui, avaient parlé d'une action qu'ils devaient faire à un groupe de gens, avaient tendance à prendre plus de risques dans cette action-là, que si ils avaient juste conscientisé l'action par eux-mêmes. Comme si et c'est un phénomène qu'on remarque beaucoup d'ailleurs en entreprise, plus les personnes se sentent en confiance dans l'organisme, plus ils sentent que c'est leur N+1, leur supérieur, leur leader ou quoi, qui a une forme de leadership justement, qui prend sur lui, bah, plus eux auront tendance à prendre des risques, à faire des choix risqués, à oser sortir de leur zone de confort, plutôt que, s'il y avait pas ça parce que dans tous les cas, s'il y a une erreur, pouf, je suis déresponsabilisé. D'un côté, c'est intéressant parce que ça nous pousse à agir, mais de l'autre, ce qu'on remarque, c'est que en demandant du coup à ChatGPT, comme c'est ChatGPT qui me donne la réponse sur comment envoyer mon message ou comment répondre aux SMS ou et cetera, bah, d'une manière, je me sens déresponsable de si jamais Ouais. ça s'est mal passé. Et donc il y a un peu un truc de: «Non, non, c'est pas moi qui ai mal répondu, c'est la faute de ChatGPT». Mmh. Oui, c'est pas Mais totalement de ma faute puisque c'est pas moi qui ai écrit le message. exactement, c'est ça. Et donc du coup, j'agis sans trop prendre en considération. Donc c'est vraiment les 2 gros phénomènes qui font que très souvent, on a tendance à être bloqué dans nos problèmes. Donc l'IA ou toute autre manière nous permet de faire ça. Mais il s'avère que on peut complètement résoudre ces problèmes-là, ces 2 problèmes-là de fixité fonctionnelle et de déresponsabilisation, par nous-mêmes, sans passer par une IA, sur énormément de différentes problématiques. Quand on regarde beaucoup de différentes techniques de créativité qui existent,
Une des plus puissantes que moi j'utilise énormément, c'est le travail des synonymes ou des paraphrases. Vous prenez une phrase, la question de votre problème. Par exemple, tiens, Alexis, donne-moi un problème, que tu as aujourd'hui. Ça peut être, perso, pro, ce que tu veux, mais un truc que tu aimerais résoudre. Ce que tu veux. OK, ça peut être n'importe quoi? C'est on est N'importe d'accord quoi. que c'est pas un problème mathématique, ce Non, que je non, dois non. te Un problème, une problématique, une difficulté, une thématique à résoudre, et cetera. OK, heu, j'ai On va aucun filer avec problème moi dans la vie, tu vois? ah, toi, tu es complètement tranquille, il y a pas de Non, 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 comment faire pour, avoir un bon background, argumentaliste, heu, là, quand on fait ces visios, pour qu'on ait tous les 2 un bon background argumentaliste? ah! Comment faire pour avoir un bon background? Donc comment faire pour avoir un bon background argumentaliste? Ça, c'est pour les extraits du coup, Instagram, les shorts qu'on met en place, mais comment avoir un joli background? Super. Peut-être que ce problème-là, déjà, il était là dans ta tête. Le fait de l'avoir formulé, déjà, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ben, ça met mon attention dessus. Déjà, il y a un centre d'attention. Il est plus juste en arrière, il y a un truc de on se focalise là-dessus. Oui, ça en Donc ça, renforce souvent, l'intérêt, justement. on s'y C'est plus intéresse. en arrière, comme tu dis. On associe des images à elles parce que chaque mot va être associé à un réseau de neurones particulier et donc du coup, on le rend vivant, on le rend réel. Mais du coup, ça peut être une première étape. Déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà très utile. Mais on peut aller plus loin. Tu vas reprendre cette phrase-là et chacun des mots, tu vas les remplacer par soit un synonyme du mot, soit une paraphrase si tu n'arrives pas à trouver un synonyme. Chaque terme de la D'accord. phrase. OK, Donc, synonyme tu ou avais paraphrase? synonyme ou paraphrase. Donc, tu avais commencé par comment faire pour donc je redis la question, comment faire pour avoir un bon background OK. pour Que l'argumentaliste? mettre en place Mmh. pour, permettre aux, auditeurs, ouais, ça change, ça tourne un peu, la phrase. Là, cette fois, les sujets, c'est les auditeurs plutôt que Ah, mais nous, c'est super! Mais mais justement, c'est ça l'objectif du OK, changement et d'accord. de OK, l'exercice des synonymes. OK. Donc pour permettre aux auditeurs d'avoir une expérience visuelle intéressante. C'est vrai que c'est plus facile, penser comme ça me fait: «Tiens, c'est pas pareil». C'est pas Tu exactement le as même vu? problème, en fait, on dirait. Il y a un Ouais. truc de dans ton cerveau, il y a autre chose qui s'est passé. Il y a tu y as pensé différemment, comme si Ouais, ouais. tu voyais le problème sous un autre prisme. Sous un autre Mmh. angle. Sous un autre angle, exactement. Une des hypothèses qui est faite sur le pourquoi quand on parle à un ami, ça nous aide, c'est probablement parce que, en fait, quand nous, on va utiliser nos mots ont un sens pour nous-mêmes et quand Ouais, on le partage à cet ami-là, lui, il va l'entendre avec lui ou elle, hein, va l'entendre avec ses propres définitions du mot et donc automatiquement, on va le passer par un filtre qui nous permettra du coup d'avoir un prompt différent sur, notre problème. mmh mh. Et donc ça, ce 1er exercice-là, déjà, ça aide énormément. OK. Mais si on y pense, c'est un peu ce qu'on fait avec, ChatGPT pour les personnes qui utilisent l'IA. C'est qu'on le met d'une manière, avec une question, on obtient une réponse, on dit: «Ah, c'est pas assez précis. Plus précis s'il te plaît. Ah, c'est trop précis. Non, mais donne tes sources». Ben, en fait, on pourrait faire exactement la même chose sur nous-mêmes. Ouais, avec soi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut se donner aussi des contraintes. Comment on se donne Ouais, des contraintes à une IA? Parce qu'on réalise par la créativité, quand on regarde les travaux sur la créativité, plus on a de contraintes, plus on est créatif. Parce qu'encore une fois, ça fige le problème, ça l'associe à d'autres idées. Par association d'idées, on arrive à générer plus de solutions que si on avait, tout ouvert devant nous. Et c'est un peu l'illusion et le mythe de la liberté. Je vous invite à réécouter l'épisode sur la créativité, hem, si vous voulez rentrer plus en détail là-dessus, mais fondamentalement, c'est ça. C'est on va se donner des contraintes. Donc on peut se demander: «Tiens, c'est quoi les contraintes que j'aurais demandé par exemple à ChatGPT, hein, mais que je pourrais me demander moi pour obtenir ma réponse idéale?» Et donc ça, c'est un moyen de se prompter. Il y a plein d'autres manières de faire ça. La dissociation d'idées, un outil, de créativité très puissant, où je vais générer 3 mots aléatoires par un générateur de mots ou alors prendre un dictionnaire, ouvrir des pages au hasard ou alors prendre un livre, ouvrir des pages au hasard. Je prends ces 3 mots-là ou j'ouvre un livre, je prends la phrase, une phrase au hasard et je me dis: «Cette phrase détient la solution à mon problème» ou alors «Ces 3 OK. mots détiennent la solution à mon problème» et je vous invite à le faire, c'est un exercice que je fais tout le temps quand je suis OK. bloqué et ça débloque. Le fait de se forcer à trouver un lien, c'est pas du tout miraculeux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'organise dans les généalogies de l'univers où de toute façon on pourra pas le prouver.
Mais ce qui se passe dans tous les cas, c'est que ça force une association d'idées avec quelque chose qui, à la base, vous n'aviez pas associé au problème initial. Donc ça change le prompt. Comme ça change le prompt, ça change votre manière de voir le problème et donc ça vous permet de mieux le résoudre. Et ça, c'est une capacité, plus vous commencez à le faire, plus vous vous entraînez là-dessus, plus vous allez réussir à le faire aussi. Et donc à résoudre vos problèmes de créativité, justement, plutôt que d'être complètement bloqué, en changeant votre propre prompt au problème que vous êtes en train de résoudre. Cette association-là, on la voit aussi, dans beaucoup de techniques, hein, issues par exemple de PNL. En PNL, il va y avoir, la technique des mots-clés de compétences, pour résoudre ce problème-là, de quelles compétences j'ai besoin? Et je vais, immédiatement penser, mettre des mots à différentes compétences. Genre, j'ai besoin d'être, sage, d'avoir une capacité d'analyse et d'avoir une capacité de créativité. Super, je prends le temps d'imaginer moi, dans chacune de ces compétences-là, tout comme tu m'as fait. Toi, tu as, étant, mentaliste avec, une expérience et un recul sur, la littérature, en psychologie, et avec ton background d'ingénieur et cetera, tu vas écrire cet Ouais, épisode-là. ouais, bien sûr. Ça Mmh. change la manière dont moi je vais aborder le problème, parce que ça va me stimuler différemment. Mmh. Oui, c'est l'équivalent de, «Que ferait, ta dans cette situation?» Par Donc exemple. d'ailleurs, si vous avez un problème, au lieu de demander à ChatGPT, demandez à votre ta intérieur, hein. Ça a toujours, la solution. Et comme Ou ça, c'est de sa n'importe faute. quel rôle C'est de sa faute comme ça si vous vous êtes trompé. oui, c'est ça, ce serait de ma faute. Je prends ma responsabilité. Vraiment, Non, mais mais oui, effectivement. c'est vrai que j'imagine que ça vous est vous voyez quand dans les films, on voit les personnes qui, se disent, «Mais que ferait, telle personne, à ma place?» et que la personne, ça la débloque. Je sais pas si vous avez déjà testé ça, mais c'est vrai que ça permet de vraiment de littéralement changer de point de vue, comme si on était l'autre personne. Donc toi, tu donnais Absolument. des exemples encore plus poussés, parce qu'il y a ça dans certains exercices, de théâtre, non? Où on se dit: «Bah, si je me mettais, dans les bottes de cette personne, comment elle se déplace? Et du coup, comment elle pense?» Et d'un seul coup, bah, on a l'impression qu'on a accès à, d'autres façons de réfléchir le problème et donc du coup, d'autres solutions, auxquelles on n'aurait Ah pas mais pu penser avant. complètement, c'est d'ailleurs, en PNL, on appelle ça le travail des rôles modèles. Il y a un peu un Mmh, truc de, mmh, on va chercher un rôle modèle qu'on a et on se l'impurge. Mais c'est quelque chose qui est énormément utilisé, chez Harvard et chez les négociateurs. Une des techniques de travail qui est utilisée, c'est, si jamais je dois préparer une négociation face à quelqu'un et je me dis: «Tiens, j'ai du mal à comprendre son état d'esprit», ben, je peux m'imaginer être cette personne-là. J'invoque quelques mots qui pour moi représentent ces caractéristiques-là et je m'imagine en train de me poser des questions ou alors je les écris en avance. Je me mets dans la peau de cette personne-là et je réponds à ces questions-là. Automatiquement, ça change ma manière de répondre à cette question-là. Une des études d'ailleurs qui montre à quel point le prompt qu'on se donne change nos réponses, c'est quelque chose qui a eu un fort impact sur la manière dont aujourd'hui on fait des, des questionnaires de statistiques. On a réalisé que en mettant au début du questionnaire nom, prénom, âge, genre et métier ou d'où vous venez, ça modifiait les réponses, aux OK. questions par les gens, inconsciemment, par rapport aux stéréotypes associés à chacune de ces catégories et que ces mêmes personnes-là répondent différemment si on met ces questions-là à la fin du questionnaire. Mmh. Plutôt qu'au début. C'est-à-dire que le fait que moi je mette: «Je m'appelle Taha», qui me renvoie mon background libanais, «Je suis un homme», qui me renvoie, toutes les associations hommes et cetera, «J'habite à Paris», qui me renvoie ça. «Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi la problématique la plus difficile dans votre vie?» et cetera. Même des questions larges, hein. Bah, j'y Mmh. répondrais pas de la même manière si on m'avait pas posé les mêmes questions au début ou alors si on m'avait posé aucune question. Mmh. Donc OK. fondamentalement, on est juste li Peut-être que vas-y. Peut-être que ça pourrait être pertinent de tu vois, avant les questionnaires, au lieu d'écrire nom, prénom, âge, statut social, ce genre de trucs, qu'on écrive, prénom, nom des meilleurs amis, plus beau souvenir, aspiration pour le futur, plus grand rêve et ensuite comme ça tu écris avec ton toi futur, idéal plutôt Ah mais qu'avec, ton toi, Tu as complètement raison et du coup, ça va changer complètement la réponse, que je mmh, vais donner. En mmh, fonction de quel cadre et quel est le prompt initial qu'on se donne, on va pas se comporter de la même manière et ça, c'est quelque chose qui est hyper puissant. Donc déjà avec ça, vous arrivez à résoudre vos problèmes. Je vois certaines personnes venir, se dire: «Oui, bon, bah, là, c'est une technique qui marche très bien d'ailleurs pour l'humain, mais si ça marche également à résoudre ces problèmes et tous ces problèmes par l'IA, c'est quoi le danger dans ce cas-là? Bah, si les 2 fonctionnent,
Pourquoi est-ce que ça serait pas une Oui, technique de créativité comme une autre? oui. Eh Ou ben, pourquoi je m'embête, en fait? Pourquoi je m'embêterais à utiliser les techniques de Taha si ça marche bien ce que je fais avec l'IA? exactement. Tu as Eh déjà un ben, petit peu répondu quand tu as parlé de déresponsabilisation quand même. c'est ça. Il y a un fort lien de déresponsabilisation, mais qui est relié à autre chose. Il y a 2 éléments, 2 événements qui se passent. Le premier, c'est une baisse en compétences. Ce qu'on réalise, c'est que du coup, à force de générer ou à balancer des choses qui sont normalement humaines, c'est-à-dire tout ce qui est message, comprendre l'autre, et cetera. Premièrement, ça baisse notre compétence de faire ça. Ça baisse notre intuition par rapport aux autres, notre intuition de c'est quoi un bon versus un mauvais message. Et pour développer une compétence, il faut passer par des ratés. Il faut passer par cette phase d'apprentissage-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, une étude a montré que, à force d'utiliser l'IA, on a tendance à être énormément à baisser notre patience et à augmenter notre envie, de l'immédiateté. Et ça, c'est, OK. énormément renforcé d'ailleurs aussi par les formats shorts et le scrolling. Mais beaucoup l'utilisation de l'IA baisse notre patience et augmente notre envie, d'avoir de l'immédiateté. C'est-à-dire que, et je vais prendre une citation d'un psychologue qui avait dit, «Une excuse sincère n'est pas sincère parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle passe par plein de phases d'imperfection». Et je trouve ça très juste. Il y a quelque Mmh. chose de, en fait, dans le comportement humain, il y a des choses qui sont censées être imparfaites, mais à travers cette imperfection-là, ça transmet énormément d'informations. On a parlé de la cognition incarnée. On a parlé de à quel point le corps transmet des choses que la voix, les mots, les gestes, tout ne peuvent pas transmettre et que c'est capté par l'autre. Et ben, dans les mots aussi, dans notre communication, dans notre manière de résoudre des problèmes, ça va passer par des espèces de rebonds. Mais sauf que ce qu'on arrête de remarquer, c'est que ces rebonds-là, plutôt que de les faire avec le vrai monde et donc d'obtenir des informations réelles, si par exemple c'est de la négociation, ben, faire des rebonds qui vont passer par de la frustration face à la vraie personne et donc être ancrés dans le réel, et ben on va faire ces rebonds-là avec une intelligence artificielle qui va vouloir nous plaire en répondant à des choses très gentilles, organisées d'une manière sympathique et qui vont rentrer dans notre monde idéal. Et donc ça, bah, ça nous baisse notre information donnée sur le monde. Et on part avec l'illusion que c'est bon, ça y est, je peux résoudre mon problème d'un 1 take. Mais en fait, ces espèces de rebonds d'aller-retour, on devrait plutôt apprendre à se dire: «Ça fait partie du processus» et donc accepter de les voir plutôt que rentrer dans l'illusion que, en fait, elles n'existent pas parce qu'il y aurait un prompt idéal que je pourrais donner à ChatGPT. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on remarque très fort, c'est une baisse de confiance en soi. C'est que à Mmh. force de demander à une IA comment faire, comment répondre à lui, comment je dois faire pour, et ben, ça conditionne un comportement qui est: «Je dois poser des questions». Or, tout bon parent qui a accompagné ses enfants, tout coach, tout formateur, tout prof, sait qu'il y a des questions à laquelle il vaut mieux ne pas répondre et dire à son élève, dire à son enfant, dire à la personne qu'on est en train d'accompagner, lui dire: «Je vais pas te répondre à cette question. Mmh. Je Oui, te parce laisse que c'est galérer». on n'est pas au bon ouais. Je te laisse galérer. Je te Mmh. laisse avoir ce moment-là difficile. «Ah, c'est chiant». Ouais, je sais, mais je te laisse galérer. Il y a des fois où, moi, en formation, il y a une personne qui va me dire: «Oui, mais comment ça se passe dans cette situation-là?» Je vais lui dire: «Je te réponds pas. Fais cet exercice-là et vois si tu obtiens la réponse par toi-même et après je peux potentiellement lui répondre à ça». Donc ça force cette espèce de développement de compétences et surtout, au-delà du côté de la compétence est obligée de passer par un espèce de test and learn, dont on avait déjà parlé à un moment donné. Ça passe également par autre chose, par un renforcement d'un comportement de confiance en soi-même. Quand je dis à la personne: «Je ne dois pas te répondre à cette question-là», je suis en train de lui renvoyer fortement le message de: «Tu peux y arriver toi-même». Mmh. Alors que quand je pose des questions constamment à une IA qui d'ailleurs me valorise le fait de lui poser des questions: «Ah, c'est une super question, merci de me l'avoir posée», qui est dans cette valorisation-là, elle me valorise non pas le comportement de mon indépendance et de ma capacité à résoudre moi-même mes problèmes, elle valorise mon comportement de lui demander et de sous-traiter tous mes problèmes. Mmh. Qui Oui et donc puis le ouais, vas-y, pardon, je t'ai qui coupé. donc baisse la confiance en soi, Oui, qui parce que donc va la baisser ma la confiance en confiance, elle naît aussi,
justement de la réalisation qu'on a galéré et qu'on a fini par réussir après avoir galéré et que du coup, on sait que c'est un peu comme si on stockait, les toutes les petites réussites et c'est cette accumulation-là qui donne la confiance. Mais en fait, c'est comme si, on se sous-communiquait à nous-mêmes qu'on n'aurait pas pu trouver la réponse, sinon on n'aurait pas posé la question à l'IA. C'est ça, exactement, et à force de le faire, il y a quelque chose qui se met en place. Maintenant, il y a tout un usage très différent entre faire une recherche sur internet sur un problème qu'on est en train de résoudre. Par exemple, bah, on a toujours eu, des recherches internet, hein, de comment faire, comment faire. Mais tout l'idée, c'est de se dire: «Je commence la résolution du problème moi-même et ensuite, si jamais, par exemple, je cherche un synonyme, c'est une recherche d'informations que je n'ai pas. Si je cherche des sources, si je cherche une liste d'activités à faire, si je cherche, bah, ça, c'est des choses qui sont une information à obtenir, et donc la manière dont on pourrait utiliser l'IA de manière plus proactive et efficace serait de sous-traiter l'utilisation ou la recherche d'informations, où là, pour le coup, ça dépasse, un niveau très fort. Mais parce qu'en fait, ça aurait été le même travail si moi j'allais à une bibliothèque pour rechercher un bouquin, ou si je posais la question à un expert, ou si je posais la question à une IA. En revanche, faire poser des questions du type: «Résous-moi tel problème» ou «Je suis face à un problème, comment faire?» ça conditionne mon incapacité à résoudre ce Mmh mh. problème-là. Ça baisse ma confiance en moi, et la deuxième chose qui renforce cette baisse de confiance en soi et également sa résilience, hein, c'est le fait que probablement la réponse qui sera donnée ne sera pas idéale. Et donc, il y a un espèce de conditionnement de je pose une question, j'ai fait cette espèce de travail d'aller-retour avec, l'IA, à qui j'ai projeté quand même une sorte d'autorité, hein. Parce que comme je lui pose des questions et Bien sûr, cetera, je bien commence à la sûr. voir comme une autorité. Tout comme par exemple, j'irai voir mes parents, quand je suis un petit enfant, pour leur demander, avis, ou, j'irai voir un expert sur un domaine, si jamais, j'ai besoin d'une expertise. Bah, le souci, c'est que le moment où il me donne une expertise, une fois, 2 fois, 3 fois, qui ne me sert pas, normalement, l'habitude, c'est de me dire: «Bon, bah, j'arrête de donner de l'expertise à cette personne-là. J'arrête de lui poser son avis». Ce qui se passe, c'est que ce qu'on remarque dans le comportement des personnes qui utilisent trop l'IA pour résoudre le problème, c'est que quand ça ne marche pas, ils projettent la faute sur l'autre, sur le contexte, sur le monde, et pas que le conseil en question n'était pas la réponse idéale, parce que peut-être que dans la créativité, il n'y a jamais une réponse idéale qui peut exister. Mmh. Et donc ça renforce la baisse de confiance en moi et dans le monde aussi. Il y a un peu un truc de: «Je ne suis pas capable de résoudre mes problèmes. En plus, j'ai fait l'effort de chercher la réponse et les autres et tout et machin». Donc ça renforce ma croyance sur le monde, que le monde est pas bon, est pas machin et cetera, parce que j'espérais dans ma tête que tout le travail que j'ai fait avec l'IA me suffisait pour obtenir immédiatement ma réponse, et c'est ça la difficulté. Alors que si je m'étais auto-prompté, si je faisais l'effort de me dire: «Tiens, je vais me challenger différemment», ou changer ma manière de voir la dynamique avec l'autre, me questionner sur la casquette, sur le contrat en question, sur, bah, tout ce qu'on est en train d'explorer dans l'art du mentaliste, c'est un changement de prompt. En changeant le prompt, je renforce ma confiance en ma capacité de gérer ce genre de problème, et donc j'arrive à mieux les gérer par, boucle. Mmh. Super. Donc là, on a parlé de comment s'auto-prompter, on a aussi parlé de pourquoi c'est important de s'auto-prompter plutôt que d'utiliser, l'intelligence artificielle Absolument. dans certains cas, même si tu as quand même mis en valeur que, ben, il y a plein d'utilisations qui sont, des bonnes utilisations, hein. Il y a même, d'ailleurs une étude qui a fait beaucoup de bruit, je pense que tu en as entendu parler sur, on mesure l'activité cérébrale Mmh. d'un groupe qui résout un problème sans IA, donc directement par elle-même, papier, crayon, quoi. Un groupe qui utilise, l'intelligence artificielle après avoir d'abord réfléchi par elle-même et un groupe, qui, réfléchit, uniquement enfin qui a directement le droit d'utiliser, l'intelligence artificielle et Mmh. donc les mesures, montraient, à quel point, le groupe qui, utilise directement l'intelligence artificielle, c'est de très loin le groupe qui utilise le moins son cerveau, et le groupe qui, n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle, c'est aussi de très loin le groupe qui utilise le plus son cerveau. Donc ouais, Bah, ça m'étonne pas. intéressant. Il y a Mmh. un truc, complètement. Il y a, Simon Sinek, du coup, on en a beaucoup parlé, qui a dit récemment dans une interview, qu'à force de mettre l'accent sur obtenir des résultats idéaux, on Mmh. réduit, l'importance du développement de compétences, et que du coup, on est dans une société qui met énormément,
le stress le, sur les résultats directs plutôt que sur le développement de compétences. Et ce qu'on va voir, c'est que du coup, on va arriver au bout d'un certain temps à une génération où la majorité n'auront pas développé les compétences nécessaires pour s'en sortir. Donc il va y avoir un gros gap entre ceux qui sont interdépendants et sont dépendants directs des outils en question, ou ceux qui ont réussi à s'auto-prompter, à passer par Mmh. cette frustration-là, par les difficultés, par, comme tu l'as dit, espèce de moment de ça marche pas, ça marche pas, et cetera. Mais ça d'ailleurs, on le remarque partout, hein. On réalise que, une étude en Angleterre avait montré que, les couples les plus stables n'étaient pas les couples qui ne s'engueulaient jamais, qui avaient un nombre minimum d'engueulades à avoir pour que le couple soit stable. Trop d'engueulades, ça cassait le couple, pas assez, ça cassait le couple aussi parce que ça voulait dire qu'il y avait énormément de sous-entendus et qu'il y avait pas Mmh. assez de vrais clashs, donc de contexte, de grandissement des 2 personnes. Or un conflit, c'est ça, c'est à un moment donné, il y a un clash de, «Putain, moi ça va vraiment re-questionner ma manière de voir les choses, toi aussi» et on grandit ensemble, donc on construit, quelque chose ensemble. Mais on est obligé de passer par ces espèces de moments difficiles pour pouvoir obtenir quelque chose qui est sain sur le long terme et qui est agréable. Alors que si on essaye juste de privilégier la réponse immédiate, le soudaineté, le «je pose une question et j'obtiens immédiatement» ou «j'arrive à trouver la réponse parfaite qui va pas énerver l'autre», bah, on perd cette capacité de résilience-là Mmh. et on perd notre patience par rapport au monde et par rapport à la manière dont les choses se passent. Mmh. Super. D'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous pensez, à quelqu'un qui vous sentez utilise beaucoup, l'IA pour poser énormément de questions, un ami à vous qui, essaie de gérer sa rupture, par ChatGPT, ou même quelqu'un qui fait sa thérapie parce qu'il y en a de plus en plus, qui font, leur thérapie ou qui Grosse demandent des avancée aussi. conseils de Mmh. bons amis, à ChatGPT et cetera là, envoyez-leur cet épisode-là. Mmh. Merci beaucoup Taha. Et du coup, est-ce que tu aurais quelque chose de très concret, un tips à nous donner? C'est aussi ce qui caractérise, nos épisodes, l'art du mentaliste. Bien sûr, je vais parler d'un concept qui est très simple, mais qui est très puissant. Le fait de développer des compétences, d'apprendre à se prompter, c'est du temps, c'est de l'effort engagé et comme on est dans une société qui de plus en plus nous pousse à avoir un résultat immédiat, à chercher le plaisir, à chercher, le bien-être, le confort et cetera, moi j'aimerais dire quelque chose qui est: en apprenant à vous auto-prompter, vous faites un cadeau à vous-même, mais à votre vous du futur. En cherchant l'immédiateté, vous n'êtes que en train de satisfaire votre vous du présent et vous laissez votre vous du futur dans la merde. Mmh. Alors, régulièrement, essayez d'avoir une pensée pour votre vous du futur, qui arrivera à un moment donné et qui, je vous l'assure, vous sera reconnaissant d'avoir galéré pendant tous ces temps-là, parce que lui, il aura appris à développer son indépendance, à résoudre ces problèmes-là. Et je vous invite à le penser. Aujourd'hui, toutes les choses que vous arrivez à très bien faire, prenez le temps de vous dire: «Tiens, comment je suis arrivé à ces compétences-là?» Probablement par de l'auto-promptage. Et ben, Mmh. pensez à votre vous du futur. Et comme ça, quand vous arriverez à votre vous du futur, bah, il aura des cadeaux qui vous attendront. Donc ce n'est pas un cadeau matériel, c'est un cadeau temporel. Génial. Merci beaucoup Taha. Avec plaisir. On parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, justement, pour, vous enlever quelque chose qui est énormément, prompté dans ChatGPT, on va explorer comment résoudre et envisager les discussions difficiles. Vous voyez ces moments-là où vous savez que vous devez avoir un échange avec, votre compagnon, votre partenaire, votre enfant, membre de votre famille, un ami, vous savez que ça va être la merde. Vous savez que ça va être difficile à traiter et ben, comment on fait pour les gérer? On va voir ça la semaine prochaine. Excellent, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.